En 2018, le puissant typhon Jebi a frappé Shikoku et la région du Kansai sur l'île de Honshu. Ça s'est passé le 4 septembre. De nombreux dégâts ont été signalés, mais c'est l'aéroport du Kansai qui a été le plus gravement touché, les pistes ayant été inondées par la tempête. Je veux dire littéralement inondées, regardez ça, c'était pas des flaques, mais de véritables lacs, et profonds. La quantité d'eau était incroyable. Elle a endommagé les pistes et atteint les moteurs de certains avions. 3000 personnes ont été bloquées dans le terminal de l'aéroport, incapables d'en sortir. Naturellement, l'aéroport a été fermé et il n'a pu reprendre partiellement ses activités qu'après 3 jours. Mais comment l'aéroport s'est retrouvé dans cette situation ? Parce que, certes, c'était un typhon, mais j'avais jamais entendu parler de telles conséquences. Eh bien, c'est très simple. L'aéroport de Kansai est littéralement construit sur l'eau. Il est situé en pleine mer et il est encore actuellement l'un des projets architecturaux les plus ambitieux du genre. Si je dis « encore actuellement », c'est parce que plus de 30 ans se sont écoulés depuis sa mise en service. La construction a nécessité 20 ans de planification et 14,4 milliards d'euros d'investissement. C'était le projet de génie civil le plus coûteux des temps modernes. L'aéroport est situé sur une île artificielle au milieu de la baie d'Osaka et cette île a été spécialement créée à cet effet. Elle se trouve à 5 km de la côte et la profondeur de l'eau environnante est de 18 à 20 mètres. Mais elle augmente progressivement car l'aéroport est en train de s'enfoncer. Comment tout ça s'est-il produit? Et que compte faire le pays à ce sujet? Je vais tout vous dire après une tasse de café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo pour ne pas oublier. Et merci pour ce que vous savez. Bon, pourquoi le Japon a-t-il dû construire un aéroport sur l'eau? Tout d'abord, il faut savoir qu'Osaka disposait déjà d'un aéroport international à l'époque de la construction du nouvel aéroport maritime. Le voilà. Et en fait, en le regardant, on comprend tout de suite quel est le problème. À la fin des années 1960, la région du Kansai s'est retrouvée à la traîne de la région de Tokyo dans les domaines du commerce, du développement et du nombre d'entreprises. Pour rendre Osaka et Kobe plus attrayantes, les autorités ont eu l'idée de construire un nouvel aéroport. Il était impossible d'agrandir l'aéroport existant, qui se trouvait dans les quartiers surpeuplés d'Itami et de Toyonaka. Étant entouré de bâtiments, il aurait fallu déplacer des gens et démolir tout ce qui se trouvait autour. Ça aurait été coûteux et ça aurait pris du temps. Les ingénieurs ont envisagé plusieurs options sur la terre ferme, mais ils les ont toutes rejetées. La baie s'est avérée être la meilleure solution. Là, loin de toute banlieue résidentielle et de toute propriété, l'aéroport pouvait fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, aucune critique ne pouvait être émise par des résidents ou des propriétaires opposés à la construction. Quant aux poissons, ils y étaient peut-être opposés, mais ils n'ont pas dit un mot. Sachez-le, il existe des règles qui limitent les opérations aéroportuaires pendant la nuit afin de ne pas perturber le sommeil des gens. Évidemment, s'il existe un moyen de contourner ces règles sans affecter la population, pourquoi ne pas le faire ? L'aéroport du Kansai visait à résoudre le problème de pollution sonore causé par les avions de l'aéroport d'Itami. Dès les premiers vols à Itami en 1964, les habitants d'Osaka ont protesté et intenté des actions en justice. Finalement, la Cour suprême du Japon leur a accordé une indemnisation. En revanche, les poissons, eux, ne se plaignent jamais. Pour l'aéroport du Kansai, le ministère des Transports a choisi un emplacement situé à 5 km de la côte, de manière à ce que l'approche et le départ des avions aient lieu au-dessus des zones non résidentielles. Au fait, la ville d'Osaka est entourée de montagnes, ce qui aurait rendu la construction d'un aéroport sur la terre ferme très difficile. Ainsi, c'est l'eau qui a été choisie, et ça s'est avéré la meilleure option. Bien sûr, tout a commencé par la création d'une île. Bien avant que Dubaï ne déverse des tonnes de terre dans l'océan pour construire ses célèbres îles artificielles, les Japonais faisaient déjà de même. Et ils le faisaient bien. L'aéroport du Kansai est devenu le premier du genre construit entièrement sur une île artificielle. Et sa création a pris du temps, beaucoup de temps. Le premier coup de pioche a été donné en 1987, 20 ans après le début du projet.
Cependant, la construction de l'île n'a duré qu'un peu plus de 3 ans. Beaucoup de temps a été consacré à discuter, coordonner et élaborer des plans. Pour relier l'île au continent, l'équipe a construit un pont de 3 km de long. Au fait, il a été endommagé lors d'un typhon en 2018 lorsqu'un pétrolier l'a percuté. Pendant 3 ans, 10 000 ouvriers et 80 navires ont consacré 10 millions d'heures de travail à former une couche de terre de 30 à 40 mètres d'épaisseur au fond de l'océan. Un travail énorme. À propos, vous vous souvenez que j'ai dit que la profondeur était de 18 mètres. Dessous, il y avait 20 mètres d'argile molle datant de l'Holocène qui, malheureusement pour les humains amateurs d'îles artificielles, était composée de 70% d'eau. Ça a encore compliqué les choses. En outre, il ne suffit pas de déverser une montagne de terre pour pouvoir construire. La terre agit comme une éponge. Avant de pouvoir supporter l'immense poids des bâtiments aéroportuaires, il faut la transformer en une fondation sèche et dense. Pour y parvenir, les équipes de l'aéroport du Kansai ont déposé une couche de sable de 1,5 m d'épaisseur sur le fond marin argileux, puis ils ont installé 2,2 millions de tuyaux verticaux d'un diamètre de 40 cm. Une fois les tuyaux enfoncés dans l'argile, ils ont été remplis de sable qui a absorbé l'humidité du sol environnant et des couches inférieures. Par endroits, on a inséré du tissu dans les tuyaux pour absorber l'humidité et drainer l'eau vers le haut. Puis les ouvriers ont retiré les tuyaux et les drains sont restés en place. L'étape suivante a consisté à ajouter de la terre sur la couche de sable. Ensuite, des digues ont été construites pour délimiter le périmètre de la nouvelle île. Pour ce faire, on a utilisé 69 chambres en acier de 22 mètres de haut et de 22 mètres de diamètre, pesant chacune 200 tonnes. On les a déposées dans la baie. Les espaces entre les chambres ont ensuite été remplis d'une énorme quantité de pierres, puis 48 000 tétrapodes ont été installés, ces étranges objets en béton utilisés pour les barrages et les digues. Il s'agissait de la première phase qui s'est achevée en 1989. Vint ensuite l'énorme travail de remplissage des digues. Pour ce faire, 3 montagnes ont été nivelées. Les ingénieurs ont extrait de la terre dans la baie d'Osaka, dans des carrières avoisinantes, et ils en ont même fait venir de Chine et de Corée pour former plusieurs couches. La masse du sol a repoussé l'humidité dans le sable moins dense et dans les drains. Les couches situées dessous étant denses et non poreuses, l'humidité qu'elles contenaient ne pouvait se déplacer qu'horizontalement par capillarité vers les drains. L'eau est ainsi remontée à la surface où elle s'est évaporée et avec son départ, le sol s'est compacté, devenant plus rigide et moins sujet à la déformation. Mais pour ça, il a fallu beaucoup de couches de terre. À plusieurs reprises pendant le remblayage du fond marin, les opérations ont été interrompues pour permettre à la nouvelle couche de durcir et de se stabiliser. Une fois la dernière couche stabilisée, à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour les 50 années à venir, 900 colonnes ont été enfoncées dans le sol, soutenues par des vérins hydrauliques. Pour créer l'île, il a fallu pas moins de 180 millions de mètres cubes de terre, soit 100 fois le volume du stade de cricket de Melbourne. Pourtant, c'est une structure colossale. Bref, après la création de l'île, c'était le tour de l'aéroport et sa construction a pris 4 ans de plus. 2 pistes, 2 terminaux. Le bâtiment principal a été conçu par l'architecte italien Renzo Piano, qui est très célèbre. Parmi ses autres projets figurent le Centre Pompidou à Paris, la Potsdamer Platz à Berlin et le Shard à Londres. En résumé, il savait ce qu'il faisait. La première île de l'aéroport couvre 510 hectares et la seconde 545 hectares pour un total de 1055 hectares. Un calcul simple, mais qui a coûté au Japon beaucoup d'argent. Lorsque l'aéroport a ouvert ses portes en 1994, sa valeur était estimée à 7,7 milliards d'euros, mais en 2008, des mises à niveau ont fait grimper le chiffre à 19,2 milliards. Est-ce que ces investissements ont porté leurs fruits ? Absolument. L'aéroport a assuré tous les vols internationaux de la région d'Osaka, reléguant l'aéroport d'Itami au rang d'aéroport national. À son apogée en 2019, il a accueilli 29,4 millions de passagers,
ce qui en faisait le 3e aéroport le plus fréquenté du Japon. Bien sûr, maintenir l'aéroport du Kansai en bon état coûte cher, mais il en vaut la peine. Il relie Osaka au reste du monde. En 2016, il a accueilli plus de 26 millions de passagers, ce qui en faisait l'un des 30 aéroports les plus fréquentés d'Asie. En 2001, la Fédération américaine des ingénieurs civils a reconnu l'aéroport comme l'un des jalons du millénaire en matière de génie civil. Il y a peu, en 2020, il s'est classé 10e dans la liste des meilleurs aéroports du monde selon Skytrax et il a reçu les prix du meilleur personnel aéroportuaire d'Asie et même du monde et du meilleur aéroport du monde pour la livraison des bagages. En résumé, le projet a non seulement porté ses fruits, mais il a acquis une reconnaissance internationale. En fait, il est devenu un modèle pour d'autres installations similaires. Sans surprise, tous les détails de sa construction étant disponibles, il a été étudié avec soin et imité par d'autres villes et d'autres pays. Deux bons exemples sont l'aéroport international de Hong Kong et l'aéroport de Kobe. Ils sont d'ailleurs assez proches. Alors vous vous dites peut-être, et les séismes et autres catastrophes naturelles auxquelles le Japon est régulièrement confronté, est-ce qu'on y a pensé? Bien sûr, les ingénieurs ont dû tenir compte du risque élevé de séismes et de typhons avec des ondes de tempête pouvant atteindre 3 mètres. C'est la raison pour laquelle le projet a été si long à se concrétiser. Les mesures de prévention des catastrophes sont estimées à 54 milliards de yens, soit 333 millions d'euros. Depuis son ouverture en 1994, le terminal, long de 1,1 km, détient le titre d'aéroport le plus long du monde. C'est pas le fruit du hasard, bien entendu. En 1988, le cabinet d'architectes de Renzo Piano a remporté l'appel d'offres pour la construction de l'aéroport grâce à un projet qui évoquait un avion. Le long de ses ailes s'alignent les 42 portes d'embarquement et la partie principale de l'aéroport se trouve à l'arrière, tel le fuselage. Le bâtiment a été conçu pour faciliter les déplacements et il devait également être léger pour résister au séisme. Enfin, l'aéroport se trouve être très long. Le bâtiment est incurvé, bombé au milieu et se rétrécissant aux extrémités, de sorte qu'il ne bloque pas la vue de la tour de contrôle. Il possède un toit en forme de vague soutenu par des poutres de 80 mètres et des colonnes d'angle. Pour le rendre résistant au séisme, les fondations comprennent 900 colonnes composées de 360 000 tonnes de minerai de fer pour remplacer la terre qui a été retirée. Le toit et les murs ne sont pas reliés de manière rigide afin de réduire l'impact des ondes sismiques et ils sont fixés à l'aide d'éléments cylindriques en acier et de câbles afin de garantir une stabilité maximale. Ces caractéristiques ont fait leurs preuves lors d'un séisme qui s'est produit quelques années plus tard. Si la ville a été durement touchée, l'aéroport a été épargné. En effet, le bâtiment a survécu au tremblement de terre de Kobe du 17 janvier 1995 qui a tué 6434 personnes sur le continent. L'aéroport est resté indemne alors que l'épicentre n'était qu'à 20 km de là. C'était avant tout grâce à sa conception antisismique et à l'utilisation de joints coulissants dans toute la structure qui ont permis à l'ensemble de bouger légèrement. Mais il y a un mais. Tous les aéroports construits sur l'eau finissent par couler. En octobre 2018, un nouvel aéroport a ouvert ses portes au nord d'Istanbul, en Turquie, construit sur des fondations en boue dans un ancien marais de la mer Noire. Il existe également un aéroport bâti sur l'eau aux Maldives, dans l'océan Indien. En 2020, une piste a été ouverte à l'embouchure du fleuve Brisbane, en Australie, sur une surface qui, selon les ingénieurs, n'est pas plus stable que du dentifrice. Comme les dizaines d'autres aéroports construits sur des terrains gagnés sur l'eau, tous couleront un jour. La seule question est de savoir quand. L'aéroport du Kansai ne fait pas exception à la règle. En fait, il est même en tête de la course. Entre son ouverture en 1994 et 2018, date des premières mesures, il s'est enfoncé de 11,5 mètres. Il était prévu que les îles s'enfoncent uniformément, comme je l'ai dit, sur une période de 50 ans, avant de se stabiliser à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. La hauteur minimale nécessaire pour éviter une inondation en cas de rupture des digues. Mais certaines parties de la première île ont atteint ce niveau en l'espace de 6 ans seulement. 6 ans au lieu de 50. Vous voyez le problème.
Depuis 2023, l'île s'enfonce d'environ 6 cm par an. Certes, une telle chose était inévitable, car le poids des matériaux de construction comprime la vase des fonds marins. Les ingénieurs savaient que ça se produirait, mais pas à un tel rythme. Cela dit, en vérité, les choses ont mal tourné dès le début. Les travaux de création des îles du Kansai ont débuté en 1987. En 1990, lorsque la première île s'est enfoncée de 8 mètres au lieu des 5,7 mètres prévus, les ingénieurs se sont inquiétés. En 1999, l'île s'était encore plus enfoncée, de 50% de plus que prévu. Pour sauver l'aéroport de la mer, on a creusé une fosse sous le terminal passager, inséré des plaques métalliques sous les vérins hydrauliques et remonté les colonnes petit à petit. Malgré ces ajustements, l'aéroport continue à s'enfoncer, mais un peu plus lentement. Tous les 2 ans, les vérins sont réajustés et chacune des 900 colonnes est équipée d'une jauge permettant aux ingénieurs de vérifier son inclinaison. Vous vous souvenez des digues ? 144 millions d'euros ont été dépensés pour leur construction, mais certains ingénieurs prévoient que d'ici 2056, les 2 îles artificielles pourraient encore s'enfoncer de 4 mètres. En d'autres termes, jusqu'au niveau de la mer. Outre la vitesse d'affaissement, les ingénieurs s'inquiètent de l'irrégularité du phénomène, dont la vitesse diffère selon les zones de l'archipel. Au centre du terminal passager, situé sur l'île 1, les ingénieurs ont constaté un affaissement plus important au niveau du sous-sol qu'aux extrémités du bâtiment. La bonne nouvelle, c'est que les ouvriers ont réussi à corriger ça à certains endroits en recouvrant les pistes de l'aéroport d'un enrobé au lieu d'ajouter du béton pour corriger fissures et bosses. La mauvaise nouvelle, c'est que le problème demeure. La mer menace l'aéroport et il faut faire quelque chose. En 2019, le ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a décidé de rehausser la piste et la voie de circulation sur la première île. En plus du rehaussement des digues qui bloquent les hautes vagues, la construction d'une piste d'atterrissage de 3500 mètres de long et de 60 mètres de large a commencé, qu'il a été décidé de rehausser d'1 mètre à l'aide d'asphalte. Le ministère compte diviser la piste en plusieurs sections afin de ne pas affecter les décollages et atterrissages des avions. Une méthode spéciale sera utilisée pour poser la couche de surface et rehausser la piste de 10 cm à chaque étape. Seulement, il ne s'agit pas de rehausser la piste, il faut aussi s'occuper des digues, ce qui rend la tâche plus complexe et plus coûteuse. Et on ne peut pas non plus se contenter de rehausser les digues, car les avions les percuteraient à l'atterrissage. Ça soulève la question suivante, comment tout ça est arrivé ? Pourquoi les îles s'enfoncent plus vite que prévu ? Eh bien, lors de la construction de l'aéroport du Kansai, la quantité de terre nécessaire a été déterminée sur la base du niveau requis et d'une estimation de l'affaissement après 50 ans. Les ingénieurs ne s'attendaient pas à une telle différence entre les estimations de l'époque et l'affaissement réel. Il faut dire que tout s'est fait à l'aveugle, car le projet était inédit à l'époque. Le problème principal réside dans les couches d'argile situées sous l'île artificielle. Les ingénieurs ont compacté la couche supérieure, mais les couches d'argile plus profondes, remplies de poches de sable, se sont révélées imprévisibles. Et tout a commencé à glisser vers le fond. On peut parler de défaut de conception, mais c'est plutôt dû au caractère unique du projet pour l'époque. Il était impossible de prévoir les choses avec précision, car personne n'avait jamais rien fait de tel. Aujourd'hui, on sait prédire le comportement du sol, mais pas à l'époque. Beaucoup d'années se sont écoulées avant que ça ne devienne possible. Que va-t-il arriver à l'aéroport ? Les autorités ont réussi à ralentir l'affaissement, mais pas à l'arrêter, et les experts sont unanimes. À long terme, le processus se poursuivra. Personne ne sait combien de temps les îles et l'aéroport resteront utilisables. Certains parlent de 100 ans, mais d'autres affirment que d'ici 2050, les îles seront totalement impraticables. D'autres encore pensent qu'une submersion pourrait se produire dans quelques années seulement. Le gouvernement japonais a en tout cas annoncé son intention de rehausser encore les digues et ça pourrait bien se produire à nouveau. L'aéroport a coûté 19,2 milliards d'euros, on ne peut pas y renoncer comme ça, et le pays compte bien se battre contre la mer pour le sauver. Mais ce combat risque de coûter très cher.
La nouvelle du jour est que le collet de la racine d'une de mes dents est à nu. C'est pas très agréable. Enfin, je vais attendre que ça s'arrange. Aéroport attentif. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il est courant que les compagnies aériennes perdent des bagages. Oui, c'est frustrant, mais ça arrive. En moyenne, 7,6 bagages sont perdus pour 1000 passagers. Cependant, le personnel de l'aéroport du Kansai n'a pas perdu une seule valise au cours des 30 dernières années. Et comprenez-moi bien, l'aéroport a traité 10 millions de bagages en 2023. C'est évidemment un record. Mais quel est leur secret ? En fait, c'est très simple. Au Kansai, tous les bagages sont contrôlés plusieurs fois. D'abord, le personnel compte les valises, puis à l'arrivée de l'avion, on fait de même pour s'assurer que le nombre correspond. Si une valise manque, on la cherche dans la soute, sur l'aire de stationnement et dans la salle de tri. De plus, tous les bagages sont placés sur les tapis roulants dans les 15 minutes qui suivent l'atterrissage de l'avion et les bagagistes ne posent pas sur les tapis roulants les objets fragiles. Par exemple, ils remettent directement aux passagers les instruments de musique. C'est ainsi que Skytrax, une société de recherche aéronautique, a désigné l'aéroport du Kansai comme le meilleur dans ce domaine lors des World Airport Awards 2024. L'aéroport a même remporté ce prix à 8 reprises. Une catastrophe est imminente. Les experts en sismologie du gouvernement japonais estiment qu'un séisme majeur pourrait se produire bientôt. C'est pas vraiment un scoop au Japon, mais cette fois, les choses sont sérieuses. Selon le comité japonais de recherche sur les séismes, il y a 80% de chances qu'un méga-séisme frappe la fosse de Nankai au cours des 30 prochaines années, faisant 320 000 victimes potentielles. Et oui, l'aéroport du Kansai pourrait subir des dommages importants, voire être complètement emporté par l'océan. Après tout, il n'a jamais été confronté à un séisme aussi puissant. Mais c'est quoi la fosse de Nankai ? Cet endroit a mauvaise réputation. La fosse s'étend sur 900 km le long de la partie méridionale de la plus grande île du Japon, Honshu. Il s'agit d'une zone de subduction où la plaque de la mer des Philippines glisse sous la plaque eurasienne, ce qui cause de nombreux séismes. Le mouvement des plaques libère une énorme quantité d'énergie qui se transfère ensuite à la surface, détruisant tout sur son passage. Ça peut faire beaucoup de dégâts. En 1946, un séisme d'une magnitude de 8,1 a coûté la vie à 1362 personnes. Il a détruit ou endommagé plus de 36 000 maisons dans les parties méridionales de Honshu et de Shikoku, et 2100 autres ont été balayées par un tsunami de 6 mètres. 79 ans se sont écoulés depuis, et les risques d'un nouveau séisme majeur augmentent d'environ 1% chaque année. Pas étonnant que les chercheurs surveillent de près la zone afin de réagir à temps. Le gouvernement japonais prend ça très au sérieux. Les séismes sont considérés comme la priorité absolue en matière de catastrophe au Japon, et il existe déjà des plans de préparation à d'éventuelles secousses. Toutefois, il n'est pas facile de prévoir de tels événements. Ainsi, les chercheurs calculent simplement la probabilité qu'un séisme majeur se produise dans une certaine région au cours d'une période donnée. En d'autres termes, rien à voir avec des prévisions météo, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, j'espère qu'il se trompe. Changement au Kansai. J'ai déjà parlé de la catastrophe qui s'est produite en 2018. À l'époque, pendant un typhon, plusieurs milliers de personnes sont restées bloquées à l'intérieur de l'aéroport inondé après qu'un pétrolier a percuté un pont. Pistes et terminaux étaient inutilisables et il a fallu 7 mois pour réparer les dégâts. En bref, c'était le chaos. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, l'aéroport du Kansai a subi des modifications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par exemple, les digues censées absorber la force destructrice des vagues ont été améliorées. La hauteur des structures de protection côtière a été augmentée de 1,5 m pour atteindre 2,7 m, ce qui a nécessité 40 000 blocs. De plus, une protection est maintenant en place sur presque tous les côtés de l'aéroport, au nord, au sud et à l'est. Enfin, la source d'alimentation électrique de l'aéroport a été remontée à la surface.
Mais si l'eau parvient à inonder l'aéroport et le coupe du continent, de nombreuses personnes devront survivre sur place en attendant les secours. En prévision d'une telle chose, la direction de l'aéroport a prévu des stocks de première nécessité, nourriture, eau potable et produits pour bébés. Il y en avait déjà dans l'aéroport, mais les quantités ont été augmentées. L'aéroport dispose désormais également de sacs de couchage, de batteries et de produits halal. De plus, il peut héberger 4000 personnes supplémentaires. 70 haut-parleurs multilingues ont été installés, ainsi qu'un système de formulaire permettant aux voyageurs étrangers d'informer le personnel s'ils ont besoin d'aide. En résumé, l'aéroport a été bien amélioré et il est maintenant prêt à faire face à toute surprise de Dame Nature. Vous me devez un like. À plus.